Bonjour à tous, Claude Barbin, président de votre chambre de commerce du Puy-de-Dôme Clermont-Auvergne Métropole pour ce 11e webinaire. Je vais me permettre de vous redonner les règles de base de ce rendez-vous technique. À la fois, vous pouvez le réécouter en replay, vous le retrouvez sur notre chaîne YouTube, sur notre site de chambre de commerce, sur le Facebook. Donc, en définitive, vous allez retrouver tous ces éléments techniques quand vous le souhaitez. Nous avons souhaité dans les webinaires faire quelque chose de court, qui dure juste 1 heure, avec un élément technique et avec, comme vous pouvez le voir, et comme vous l'avez déjà vu dans nos autres webinaires, des spécialistes de chacun des sujets que nous traitons. Ce soir, et je l'avais annoncé il y a 15 jours, nous allons parler de transition collective, un nouveau dispositif pour accompagner la reconversion professionnelle dans un univers complètement changeant. Aujourd'hui, nous avons des entreprises, des métiers qui sont en transition, qui, dans quelques mois, quelques années, pourraient ne plus exister. Et nous vous proposons d'anticiper avec nous, à la fois pour les entreprises et à la fois pour les salariés, sur cette évolution de société. Et je vous invite à anticiper en s'appuyant sur ce vieil adage, il vaut toujours mieux être le premier de sa race que le dernier. Pour m'accompagner aujourd'hui sur cette partie de transition collective, j'aurai le bonheur d'avoir à ma droite Christophe Lacombe, développeur territorial sur la transition professionnelle, qui va vous présenter le dispositif de la transition collective. À côté de lui, Luc Héberlé, délégué territorial OPCO, qui continuera à développer l'environnement de ce dispositif. Ensuite, Stéphanie Dalle. Alors, je voulais dire que M. Héberlé accompagnera plus particulièrement l'entreprise. Stéphanie Dalle, consultant RH auprès de l'entreprise APEC, elle accompagne le salarié. Et nous avons gardé, je ne vais pas dire le meilleur pour la fin, mais nous avons gardé notre directrice de CCI Formation, Natacha Salmon, qui, elle, au regard des diagnostics qui vont être faits par nos intervenants, est en capacité à apporter les réponses formation. Donc, elle apparaît ce soir, elle, comme la solution qui apportera un écho au diagnostic que feront à la fois Monsieur Lacombe, Monsieur Héberlé et Madame Dalle. Vous le savez, dans nos webinaires, vous nous retrouvez à travers le chat. Chaque fois que vous exprimez une question, elle est reproduite sur l'écran que j'ai sous les yeux. Et quand le moment est opportun, je me permets d'interrompre nos intervenants au moment où ils reprennent leur souffle pour leur soumettre votre question. Vous pouvez également nous envoyer des questions auxquelles nous n'aurons peut-être pas la réponse, mais nous nous engageons à vous répondre en suivant par mail. Et nous aurons un respect du timing qui fait que une bonne réunion est une réunion qui commence à l'heure. Et j'ai envie de dire que comme aujourd'hui nous commençons à 17h30, nous finirons à 18h30. Je disposais de 5 minutes pour faire cette introduction. J'ai dû le faire en 3,25. Et donc, chacun de nos intervenants disposera d'une dizaine de minutes, sachant que Natacha aura à charge de prendre le temps restant. Voilà. Mais je suis persuadé que l'élégance de ces messieurs fera que Natacha et Madame Dalle auront suffisamment de temps. Et Monsieur Lacombe, dès à présent, je vous donne la parole. Merci, Président. Alors... Bien, alors je vais vous présenter de façon très généraliste le dispositif transition collective. Alors, ce dispositif transition collective, il faut le prendre comme un dispositif qui intègre le plan de relance de l'État. L'objectif de ce dispositif étant de garantir la reconversion professionnelle sécurisée aux salariés ayant un emploi fragilisé. Voyez ce dispositif comme une alternative gagnant-gagnant entre l'entreprise et le salarié. Ce dispositif étant également un dispositif
avec une démarche commune entre le salarié et son entreprise. Comme vous le voyez là, ce dispositif a une enveloppe dédiée de 500 millions d'euros pour l'année 2021 et l'année 2022, avec une répartition régionale. Alors, transition collective nécessite 2 clés d'entrée pour pouvoir intégrer ce dispositif-là. On va parler d'accords GEPP et d'emplois fragilisés. Ce sont ces 2 éléments-là qui vont permettre ensuite aux salariés d'intégrer un parcours de formation et ou de VAE pour ensuite aller vers un métier porteur dans une nouvelle entreprise sur son territoire. Alors, il faut que vous nous disiez GEPP et VAE. Hein. Alors, on va préciser le GEPP qui est une gestion des emplois et des parcours professionnels et la VAE qui est la validation des acquis de l'expérience. Je laisserai peut-être Natacha être un peu plus précise sur la thématique VAE. Le parcours de l'entreprise. Alors, comme je vous le disais en amont, la première chose est l'identification des emplois fragilisés et des salariés concernés. Cette identification-là, elle peut être faite soit à l'intérieur de l'entreprise, soit bénéficier d'un accompagnement via votre OPCO de branche. Je laisserai Luc, après moi, vous préciser cette démarche-là. Mais en tout cas, aujourd'hui, les OPCO ont des outils dans leur valise pour vous faciliter et vous accompagner dans ce diagnostic d'emploi fragilisé. À partir du moment où l'entreprise a signé son accord de type GEPP et où les emplois fragilisés ont été identifiés, l'entreprise va déposer son dossier sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Ce dépôt-là va générer un récépissé et c'est de ce récépissé-là que vous allez aller ensuite sur votre espace personnel de transition pro pour déposer votre dossier. Ce dossier-là va être étudié et ensuite, ça va déclencher une information collective au sein de l'entreprise auprès des salariés concernés. Information collective co-animée par Transition Pro et l'opérateur CEP. Ensuite de cette information collective, un accompagnement individuel sera fait pour chacun des salariés par son opérateur CEP. Cet accompagnement-là est obligatoire dans le cadre de transition collective. Puis ensuite, le salarié va pouvoir débuter son parcours de formation certifiante, parcours de formation qui ne peut pas excéder 24 mois dans la prise en charge. Et ensuite, bien sûr, reconversion du salarié. Les conditions d'entrée, donc, on revient là sur les 2 critères qui sont la signature de l'accord de type GEPP, gestion des emplois et des parcours professionnels, avec l'identification des emplois fragilisés. Ce dispositif bénéficie d'une prise en charge, comme vous le voyez là, en fonction de la taille de l'entreprise, prise en charge qui peut aller jusqu'à 100%. Cette prise en charge-là concerne les coûts pédagogiques de la formation ainsi que la rémunération du salarié. Les différents acteurs de ce dispositif, alors l'OPCO, qui lui est là pour justement vous accompagner dans peut-être l'identification de la signature de votre accord GEPP, l'opérateur CEP sur l'accompagnement des salariés qui va l'aider dans la détermination de son nouveau projet, le choix de ses formations et son accompagnement jusqu'à son emploi, et Transition Pro étant là l'organisation qui va instruire votre dossier, qui va assurer le traitement administratif et qui va également valider les financements et le paiement à la fois des coûts de formation et le remboursement des salaires à l'employeur. Vous avez à votre disposition, en fonction de votre secteur, des développeurs territoriaux Transition Pro. Donc vous avez les coordonnées ici, mais je crois qu'ils vous seront communiqués ultérieurement de toute façon dans le replay. Vous avez en fait une répartition Lyon, Grenoble et Clermont-Ferrand. En ce qui me concerne, donc Christophe Lacombe sur les 4 départements de l'Auvergne et celui de la Loire. Également à votre disposition le site Transition Pro, le site du ministère du Travail, et puis également quelques webinaires de présentation de transition collective un peu plus précises que ce que je viens de vous faire à l'instant sur la chaîne YouTube.
Je crois, Président, que j'ai respecté le timing des 10 minutes. Oui, parfait, et je vous en remercie. Si on revenait en vulgarisant le propos que vous avez tenu, la porte d'entrée dépend de l'entreprise ou dépend du salarié? Comme je disais tout à l'heure, on est sur une démarche commune, donc la porte d'entrée, elle dépend des deux. C'est-à-dire qu'on a une volonté à la fois et de l'entreprise et du salarié d'éviter la case chômage en favorisant et en aidant les salariés dans cette reconversion professionnelle par rapport à des métiers fragilisés identifiés. Donc on est bien sur une démarche commune et sur un dispositif que j'ai appelé tout à l'heure gagnant-gagnant. Dans l'entreprise, je me mets à la place de ceux qui écoutent, qui sont à la fois des chefs d'entreprise et à la fois des salariés, la mise en avant de ce dispositif transition collective et de la responsabilité de qui? Il a la responsabilité de chef d'entreprise qui est l'animateur et qui propose cette logique-là. Ça peut être cela? Oui, c'est plutôt ça. C'est une volonté aussi de l'entreprise auprès des salariés de montrer sa volonté de les accompagner vers une nouvelle reconversion professionnelle. Donc, il y va, je pense, oui, de sa responsabilité. D'accord. Ça veut donc dire que dans une entreprise, le chef d'entreprise mesure les métiers de son entreprise qui vont évoluer. Il maîtrise, il propose à ses salariés d'avoir une formation différente des métiers qu'ils pratiquaient, avec une possibilité, c'est peut-être de reclasser les gens dans l'entreprise ou de les reclasser ailleurs. Alors, le dispositif est très clair là-dessus. La reconversion doit se faire dans une autre entreprise. On essaye de respecter le territoire, mais on peut aussi sur le territoire, mais l'objectif de Transco, c'est bien favoriser la reconversion des salariés dans une nouvelle entreprise au sein même de son territoire. Très bien. Voilà. Bon, bah, écoutez, je crois que c'est clair. Et en ce qui concerne la partie financement, je pense qu'on y reviendra ou c'est M. Lacombe qui l'évoque, qui remet l'accent dessus? On pourrait revenir en fonction des uns des autres. Bon, parfait. Alors, je vais demander à Luc Eberlé, qui est délégué territorial OPCO, de nous évoquer peut-être l'accompagnement de l'entreprise. Tout à fait. Merci, Président. Donc, Luc Eberlé, délégué territorial de l'OPCO des entreprises de proximité. Juste pour rappel, il y a 11 OPCO, et je ne représente pas les 11 OPCO, juste uniquement l'OPCO des entreprises de proximité. Alors, vous l'avez dit, Président, le maître mot de ce dispositif, c'est l'anticipation, c'est anticiper. Et bien, très clairement, c'est ça. Et la question qu'on peut se poser, et pour les personnes qui nous écoutent, c'est pourquoi s'inscrire dans cette démarche? C'est vraiment la philosophie de cette démarche-là, c'est ça, c'est comprendre pourquoi. Et en fait, on rentre dans cette démarche quand à un moment donné, Christophe Lacombe l'a dit, quand on a repéré des entreprises où à l'intérieur, il y a des emplois qui sont fragilisés, où on se dit peut-être dans un cadre plutôt normal, ces salariés-là, on aurait peut-être été amené à les licencier ou à aller sur un PSE ou une rupture conventionnelle collective. On serait dans ce cadre-là. Transition collective, c'est un dispositif qui permet d'éviter ce passage par un plan de sauvegarde de l'emploi, par des licenciements. L'idée, c'est qu'on a des compétences à un moment donné, elles sont plus adaptées à mon entreprise. Et ben, ces salariés-là, on va les emmener vers un autre emploi sur le territoire. Donc nous, on est là pour présenter ce dispositif aux entreprises, pour que la mécanique se mette en place. Vous avez vu sur le schéma, alors il ne faut pas avoir peur de cette mécanique et de ce schéma administratif. Hein. C'est vrai qu'en France, on dit toujours que ça peut être un peu compliqué, l'administratif, tout ça. Mais sachez que sur ce dispositif, les entreprises et les salariés sont accompagnés. Donc du début jusqu'à la fin, aux différentes étapes, il y a toujours un accompagnement. Donc, nous, c'est vrai qu'au niveau de l'OPCO-EP et puis des OPCO en général, hein, on va être là pour présenter le dispositif, pour présenter cette solution aux chefs d'entreprise. Et le préalable à l'entrée dans ce dispositif, dans cette démarche, c'est la signature d'un accord GEPP, gestion des emplois et des parcours professionnels. Et pour aider les entreprises, au niveau de l'OPCO-EP, puis au niveau des autres OPCO, hein, je pense que c'est la même chose, nous avons des outils de diagnostic RH qu'on peut mettre à disposition des entreprises. Donc on va sécuriser cette partie d'accord
vraiment pour que ça soit le plus fluide et le plus facilitant possible, et pour le chef d'entreprise et pour le salarié. Et c'est vrai que il ne faut pas voir ce dispositif comme un préalable au licenciement. C'est pas ça. C'est une autre logique. C'est une anticipation. Depuis la réforme, on est dans une logique de compétence. Et tous les dispositifs de formation vont dans ce sens-là. Et là, c'est très clairement, il y a des compétences en entreprise. Malheureusement, le chef d'entreprise a peut-être formé pendant des années son salarié, l'a fait monter en compétences. Et puis là, il s'aperçoit qu'avec le numérique, avec d'autres organisations, avec, je ne sais pas, les circonstances actuelles, ben cet emploi-là, il ne peut plus l'assurer. Donc, il va proposer, et c'est là ce que disait Christophe Lacombe, le gagnant-gagnant. C'est on donne la possibilité aux salariés de partir sur un autre emploi dans une autre entreprise. Et la particularité de ce dispositif et la singularité de ce dispositif, c'est vraiment ça. C'est pendant des années, j'ai un salarié, et ben je le mets à disposition d'une entreprise. Il va finir peut-être sa carrière ailleurs, sachant qu'après la formation, il peut revenir en entreprise, mais Madame Dalle le dira mieux que moi après. Donc le dispositif et son ADN, c'est celui-là. C'est vraiment dans l'esprit un peu de la flexi-sécurité qu'on retrouve dans les pays scandinaves. On acquiert des compétences, on peut évoluer dans différents emplois, à différentes périodes de notre vie. Et là, à un moment donné, pour arriver dans ce schéma-là, eh ben, il y a différentes étapes. Et une des étapes, il y a une partie d'accord des gestions des emplois des parcours professionnels. Donc c'est un autre outil pour les entreprises, c'est une autre palette. Voilà, c'est ça. Aussi bien, ils vont utiliser peut-être le FNE formation pour les entreprises qui sont en activité partielle ou activité partielle longue durée ou en baisse d'activité, hein. Donc ça, c'est des dispositifs de financement, de formation pour augmenter les compétences de ces salariés de l'entreprise. Donc là, on est dans un cadre classique, normé, hein. Mais là, c'est quelque chose de différent. C'est que je vais donner la possibilité à mon salarié d'évoluer ailleurs. Le, donc cette vision anticipatrice du chef d'entreprise qui analyse les métiers qui vont disparaître dans son entreprise au fur et à mesure du temps. Est-ce que vous avez des exemples, ou on peut y réfléchir pour y répondre un petit peu plus tard, des exemples pour stigmatiser, j'ai envie de dire, certains métiers vers lesquels on peut se dire qu'ils doivent rentrer dans la gestion collective? Je vous laisse y réfléchir. Et puis la deuxième chose, le délai. Alors j'ai cru comprendre que c'était une formation de 24 mois. Alors, effectivement, jusqu'à 24 mois. La formation peut aller jusqu'à 24 mois. En tout cas, dans sa prise en charge. Si elle va au-delà, il y aura après à la charge du salarié la formation. Mais en tout cas, on peut aller sur des formations certifiantes jusqu'à 24 mois ou 2400 heures. D'accord. Le salarié et le chef d'entreprise se sont mis d'accord pour aller vers la transition collective. Là, on a une fourchette d'âge peut-être c'est lié, en définitive, c'est pas lié à l'âge, c'est lié principalement au métier et à l'activité. Très bien. Voilà, oublions cette notion. Non, mais c'était une bonne question. Oublions cette notion d'âge. C'est pas une mauvaise question. C'est pas une mauvaise question parce que si j'ai peut-être 55 ans, je serais peut-être moins prompt à vouloir changer de métier que si j'en ai 30 et si j'ai déjà fait un petit bout de carrière professionnelle. Je n'ai pas pu évoluer comme je le souhaitais, je n'ai pas pu faire la formation plus jeune comme je le désirais. J'ai acquis des compétences au fur et à mesure de mon parcours professionnel, j'ai pris de l'assurance. Pourquoi pas évoluer sur d'autres missions, d'autres fonctions, d'autres postes. Donc c'est aussi ça l'ouverture, hein. Alors, donc, vous posiez la question, peut-être un exemple. Alors j'ai cherché et puis j'ai trouvé un exemple un peu par rapport à la situation en ce moment, vous voyez, avec l'application Doctolib. C'est que dans les cabinets médicaux, eh ben, on va avoir de moins en moins de personnes qui vont faire de l'accueil téléphonique. Voilà, vous voyez, ces emplois-là, eh ben, à terme, eh ben, ils vont un peu disparaître. Donc voilà, donc c'est un peu c'est des choses qui vont avec les nouvelles technologies. Tout ce qui va accompagner ces nouvelles technologies, eh ben, on va perdre des emplois dans certains domaines. Parfait. Alors, vous nous avez, je pense que le dispositif maintenant est parfaitement clair. Vous avez le propos qu'on doit tenir à un chef d'entreprise, hein.
on peut peut-être donner la parole à Madame Dalle. Alors, Madame Dalle, je sais qu'il y a une autre question qui va arriver, qui est déjà là, c'est de se dire, une fois que notre salarié, avec les éléments que vous nous avez donnés, est rentré dans le dispositif, avec des solutions qui seront peut-être à la main de Natacha Salmon au niveau de ses formations, est-ce qu'il y a un accompagnement aussi sur trouver une entreprise au regard des nouvelles compétences qui ont été acquises? Cette question-là, quand on est un salarié et qu'on rentre dans un dispositif accompagné par son entreprise, à mon avis, on doit se la poser. Et on se dit, je fais ça, et après, alors j'imagine que dans tous les cas, la transition collective fait que vous allez emmener quelqu'un vers un métier actuel qui est peut-être même en tension. Voilà, donc, permettez-moi de refaire cette présentation. Donc, Stéphanie Dalle, consultant RH, entreprise APEC, et entreprise APEC. L'APEC, tout simplement, peut-être? L'APEC, tout simplement, et je suis responsable du centre APEC Auvergne. Voilà, parfait, ça merci. Ça a bougé un peu. Voilà. Oui, voilà, APEC. Aussi, j'ai eu de l'évolution professionnelle. Bon, parfait, écoutez, voilà, belle transition, et la parole est à vous, et je vous en remercie. Parfait. Donc, je vais vous parler du CEP, le Conseil en évolution professionnelle, pour refaire un point sur ce qu'est le CEP. Donc, le CEP, le Conseil en évolution professionnelle, est un dispositif d'accompagnement personnalisé qui a été créé en 2014 avec la réforme de la formation professionnelle et qui est ouvert à toute personne active qui souhaite ou qui a besoin de faire un point sur sa situation professionnelle. Donc c'est un droit universel, c'est-à-dire que c'est un droit pour tous les actifs, qu'ils soient du salarié, du public, du secteur privé, travailleurs indépendants, auto-entrepreneurs ou profession libérale, et également demandeurs d'emploi. Donc tout actif est concerné par ce droit, et c'est un droit qui est gratuit, puisque le Conseil en évolution est ouvert à tous, sans aucun frais, ni pour la personne concernée, ni pour éventuellement son entreprise lorsqu'il est en activité. Et ce conseil permet d'élaborer et de formaliser un projet d'évolution professionnelle. Donc ça, c'est large. Ça peut être de la reconversion, ça peut être de la reprise d'entreprise, ça peut être de la création d'activité. Donc c'est assez large. Et ça se fait via une action de conseil dans le temps, sur souvent plusieurs semaines. Généralement, elle est 3 mois à peu près, voire un petit peu plus, via un conseil qui est neutre, un conseil externe à l'entreprise quand la personne est en activité, ou en tout cas un conseil neutre et externe. Et comme l'ont dit mes homologues tout à l'heure, le CEP est un passage obligatoire dans le cadre du dispositif Transition Pro, puisque tout salarié qui souhaiterait s'inscrire dans ce dispositif doit être accompagné au titre du CEP pour formaliser son projet et justement se lancer vers une formation qui va lui permettre d'accéder à un métier dit porteur et de retrouver un emploi alors que le sien est menacé à l'instant T. Voilà sur le CEP. Alors sur les acteurs de l'évolution pro, il faut savoir que depuis maintenant plusieurs dizaines d'années en France, le premier acteur de son évolution professionnelle, c'est clairement affiché, c'est le salarié lui-même. Voilà. Donc c'est le salarié qui est le premier acteur de son évolution professionnelle. Et c'est pour ça qu'au fil de l'eau et des réformes de la formation, ce salarié a acquis des droits et voilà, un certain nombre de palettes d'outils. Et l'employeur aussi, dans le cadre de ces différentes réformes, a bien été réaffirmé comme le premier interlocuteur de l'évolution professionnelle de ses salariés. Et souvent, ça se fait pendant un temps fort, notamment, alors pas que, mais l'entretien professionnel est notamment fait pour cette partie accompagnement et évolution professionnelle. Donc les acteurs du CEP, alors bien sûr, il y a l'APEC, mais on n'est pas les seuls, bien sûr. Donc il y a des acteurs nationaux qui ont été désignés acteurs en 2014 avec la réforme. C'est le cas de l'APEC, qui est l'acteur Est-ce que vous pouvez nous redonner la définition de l'acronyme APEC? Alors l'APEC, oui, c'est l'Association pour l'emploi des cadres. Merci. Je vous en prie. Donc l'APEC, acteur de référence CEP pour tous les cadres et les jeunes diplômés à partir de Bac plus 3 et plus. Nous avons Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi, Cap emploi pour les personnes porteuses d'un handicap, les missions locales pour les jeunes de moins de 26 ans, et le groupement notamment, si on parle de Auvergne-Rhône-Alpes, le réseau EVA, depuis effectivement 2020 avec les opérateurs régionaux, donc qui regroupent notamment les CIBC, les chambres d'agriculture et les chambres des métiers. Voilà. Et là aussi qui peuvent s'occuper des actifs occupés sur les différents bassins régionaux. Donc plusieurs acteurs, 5 acteurs aujourd'hui qui sont tous à disposition d'une cible d'actifs particuliers pour les accompagner sur leur évolution pro.
Donc si on reprend juste un petit schéma de finalement pourquoi faire un CEP et à quoi ça sert le CEP, il y a toute une palette, c'est obligatoire dans le cadre de transition co, mais globalement ça peut servir à beaucoup de sujets. Donc ça peut servir à faire le point sur sa situation pro et surtout comprendre les évolutions du métier ou de ces métiers et de l'environnement professionnel dans lequel on évolue. Donc ça revient aussi à se dire quels sont les métiers menacés, mais aussi quels sont les métiers porteurs, typiquement, et où est-ce que je les trouve. Ça permet aussi d'identifier les compétences qu'il faudrait acquérir en tant que salarié pour continuer à progresser, soit dans son entreprise, soit dans une autre entreprise, en fonction de ce qu'il se passe sur les différents métiers. Donc ça permet effectivement d'élaborer et de valider un projet pro en lien avec les besoins du territoire. Et ça, c'est important, puisque dans le cadre du CEP, il y a forcément une dimension validation du projet en lien avec les besoins des entreprises qui sont présentes sur un territoire donné. Alors, le territoire, moi j'ai entendu parfaitement ici l'Auvergne et peut-être la Loire. Et la Loire. Est-ce que vous êtes est-ce qu'on est dans ce même logique géographique? Oui, alors sur le centre APEC de Clermont-Ferrand, on draine toute la partie ex-Auvergne. Voilà. Non, pas ex-Auvergne. L'Auvergne, elle existe toujours. Je vous en prie, madame. Donc l'APEC Auvergne. Oui. Donc oui, on a cette dimension Auvergne, mais on peut descendre en deçà. On peut aller sur des bassins, les zones d'emploi. Puisqu'on a des données, on est observatoire du marché de l'emploi cadre, notamment pour notre partie, mais les autres acteurs CEP ont aussi des observatoires qui permettent d'avoir une vision assez claire des besoins sur les zones d'emploi. Donc plus petit, à plus petite maille que la région, mais on peut aussi élargir le bassin, c'est-à-dire que même si effectivement on est dans une dynamique régionale et territoriale, il se peut aussi que les personnes concernées soient mobiles, et on peut aussi leur indiquer quels sont les besoins sur des territoires différents de ceux sur lesquels ils sont installés. En dehors donc de l'Auvergne. Très bien. Donc le CEP permet de sécuriser une reconversion, c'est-à-dire que vraiment le but c'est d'avoir un interlocuteur pour projeter son projet, mieux le définir, le valider, le sécuriser et s'assurer qu'il y a du débouché derrière. Voilà. Et notamment, souvent, dans le cadre du CEP, et notamment là dans Transition Co, c'est clairement le cas, on aboutit à une solution formation et ça permet effectivement d'activer des dispositifs formation. Stéphanie, un retour terrain. Si nous sommes déjà engagés dans une reconversion professionnelle, pour nous faire appel au CEP pour affiner la recherche de formation ou autre questionnement. Point d'interrogation. Oui. Le CEP, on peut le consommer, j'ai envie de dire, à tout moment. Ça peut aussi venir compléter une démarche autre, qui peut être un bilan de compétences qui est déjà entamé, qui peut être une démarche déjà de formation. À partir du moment où le CEP que la personne qui est en CEP vient avec une question très claire, puisqu'en fait le CEP, pour faire simple, l'actif qui vient nous rencontrer, nous ou les autres acteurs du CEP, on a un premier rendez-vous de diagnostic approfondi, diagnostic situationnel, pour comprendre où est la personne, quelle est sa problématique et qu'est-ce qu'elle attend de notre action de conseil. Et une fois que cette situation est posée, on va proposer un parcours à la personne en fonction de sa question et de comment on peut l'accompagner dans l'avancée de son projet. Donc il peut y avoir plusieurs rendez-vous avec nous, mais avec d'autres acteurs. On peut aussi mailler d'autres acteurs. Et donc du coup, en fonction de où la personne en est et quelle est sa question, la réponse va être à géométrie variable parce qu'on est sur une réponse personnalisée. Donc en fait, ce n'est pas exclusif, ce n'est pas une démarche exclusive. Et si on est déjà dans une autre démarche, on peut compléter. Ce que j'aimerais, c'est une question qui revient souvent, c'est la partie accompagnement financier. Alors, ce que j'ai entendu de vos présentations, c'est que c'est un coût qui n'est pas à la charge ni de l'entreprise ni du salarié. Sur l'entreprise, on va y revenir, je suis d'accord avec vous, je vois votre hochement de tête. Cependant, pour le salarié, on aurait envie de dire que c'est gratuit, mais nous savons tous que rien n'est gratuit. Ce sont des droits qui ont été acquis et qui font que, au regard de la prestation que vous mettrez en place, vous serez rémunéré par, j'imagine, l'écosystème, mais dans tous les cas, le salarié, lui, ne verra pas la facture que vous produirez. Donc, je tiens toujours à faire ce point sur la notion de gratuité, parce que je sais que rien n'est gratuit, et je sais aussi que ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Donc, ça a de la valeur, tout à fait. Sauf qu'il y a des accords qui ont été pris en amont de vous qui permettent que le salarié soit bénéficiaire de cet accompagnement sans débourser. Tout à fait. Alors, si on revient juste, par exemple, sur le financement de l'APEC, pour aller très très vite, rien n'est gratuit à l'APEC, mais rien n'est facturé, puisque tout est prépayé d'avance. L'APEC vit via une petite partie de cotisation sur les caisses de retraite privées cadres. Donc, toute entreprise qui a au moins un cadre dans son effectif cotise à l'APEC et peut bénéficier de nos services.
Et tout salarié qui a au moins une fois cotisé dans sa vie à une caisse de retraite privée cadre, même un mois, même il y a 20 ans, peut continuer à vie à avoir les services de l'APEC sans que ce soit facturé. Et les jeunes diplômés, on les fait rentrer dans la mutualisation par anticipation pour leur donner un coup de pouce en termes Il me d'insertion semble que pro. cette ligne ne s'appelait pas le GMP sur les... Voilà, moi qui suis un assureur, je sais que la cotisation APEC pour des cadres qui ne dépassaient pas le plafond, pour des salariés qui ne dépassaient pas le plafond, des cadres qui ne dépassaient pas le plafond, ça s'appelle GMP et cette cotisation va dans l'organisme que vous représentez. Tout à fait. Donc c'est dans un pot commun, ça tombe tout dans un pot commun et on pioche dedans pour rendre des services dits d'intérêt général puisqu'on a un mandat de service public. Donc nous sommes privés mais avec un mandat de service public. Donc toutes les cotisations récoltées se retransforment ensuite en conseil, que ce soit pour les cadres ou pour les entreprises. Voilà. Et si on refait juste un petit point rapide, mais vraiment je vais aller très très vite sur le sujet. On n'est pas en retard. Le positionnement neutre, ça c'est important, c'est-à-dire que nous sommes une association paritaire et comme les autres acteurs aussi du CEP, nous sommes neutres, nous sommes ni juges ni partis. Alors quand vous êtes dire paritaire, c'est qu'il y a à la fois les salariés et les employeurs qui sont dans l'animation et dans le pilotage de l'APEC. Oui. Notre conseil d'administration, et voilà, on est piloté pour moitié par les représentants du patronat français et pour moitié par les syndicats de salariés cadres. Donc effectivement, nous avons deux clients sur un même pied d'égalité, les salariés et les entreprises. On a une expertise sur le marché de l'emploi puisqu'on est observatoire du marché de l'emploi cadre, ce qui nous permet notamment d'avoir ces données de marché assez fines sur les évolutions des métiers, sur les besoins de recrutement des entreprises, sur où sont les compétences et comment elles sont disponibles, à quel volume, à quel prix de marché. Donc le CEP, on l'a dit, c'est un conseil qui est personnalisé, qui est gratuit et qui s'appuie sur une connaissance des problématiques locales et économiques. Voilà, et très en lien avec le territoire, mais aussi avec les acteurs du territoire, puisque nous travaillons aussi en maillage et que notre rôle, c'est de travailler effectivement avec notre propre expertise, mais aussi quand on a besoin de l'expertise d'autres partenaires, de pouvoir envoyer l'entreprise vers le bon partenaire ou le salarié vers les bons interlocuteurs. Je reviens avec M. Eberlé sur le fait qu'il a dodeliné de la tête quand on a parlé de... Alors, on a bien compris que pour le salarié, il avait acquis des droits qui lui permettaient de bénéficier d'un accompagnement financier dont il ne verra jamais la facture. En ce qui concerne l'entreprise, en gros, vous la soulagez. Vous la soulagez avec ce dispositif d'une évolution est-ce qu'on peut revenir sur le coût Alors, je vais parler à la place de M. Lacombe, parce qu'en fait, ce financement-là, c'est Transition Pro qui finance ces parcours-là. Donc voilà, mais on sait que pour les entreprises de moins de 300 salariés, c'est 100% du coût pédagogique. Donc ça, c'est quand même intéressant. De 300 à 1000 salariés, c'est 75% du coût pédagogique. Donc reste à charge pour l'entreprise, 25%. Et au-dessus de 1000 salariés, c'est 40% de la prise en charge sur les coûts pédagogiques. Donc c'est pas mal déjà, hein. C'est déjà quand même une enveloppe conséquente. C'est quelque chose qui est quand même très, très, très intéressant. Monsieur Lacombe, ce dispositif, il est récent? Il est plus que récent puisqu'il date de février 2021. Donc plan de relance alors. Donc on est plan de relance. C'est un dispositif du plan de relance de l'État. Donc on en est vraiment au lancement. Voilà. Donc il se peut effectivement que parmi toutes les questions qui nous sont posées, on n'ait pas encore forcément les éléments de réponse. D'accord. Donc notre chambre partenaire, vous avez cité les partenaires, m'en veuillez pas de retenir la chambre de commerce du Puy-de-Dôme Clermont-Auvergne Métropole. Nous, à travers ce webinaire, il y a une façon de faire la promotion d'un dispositif et de le faire. Aujourd'hui, nous le faisons à travers une explication de ce dispositif et nous continuerons à mettre en avant ce dispositif en invitant les entreprises et les salariés à venir réécouter ces éléments-là. Voilà. Donc, dans les autres questions qui vont venir, partez du principe que c'est un point d'entrée qui permet de débroussailler le sujet et d'inciter les entreprises qui maîtrisent, qui commencent à voir que dans ces métiers-là, certains de leurs métiers vont disparaître. Merci de l'exemple relativement clair de l'apparition du digital dans un métier, dans les métiers médicaux, avec à la fois un système de prise de rendez-vous généralisé, avec peut-être la disparition d'un personnel administratif de prise de rendez-vous et de calage d'agenda.
voilà, l'accompagnement médical des praticiens reste complètement engagé. Est-ce que, Stéphanie, vous avez terminé sur cette présentation? Alors, je voulais juste Mais je rajouter, vous en prie. pour rebondir sur ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire de cibler les entreprises qui pourraient recevoir les nouvelles compétences, donc d'être en lien avec ces nouveaux salariés bien formés. On a cette capacité à le faire, comme beaucoup d'acteurs du CEP, mais on a aussi, nous, cette double... on l'a dit, on a deux clients, les entreprises et les salariés. Et donc, nous accompagnons aussi au quotidien les entreprises, et notamment dans l'évolution de leur métier. Donc, vous en avez parlé, mes collègues aussi, sur des changements réglementaires, sur des changements liés à la technologie, sur l'évolution des métiers en tant que tels, avec notamment la mondialisation. Il y a plein de choses qui font bouger les métiers. Donc ça, on est effectivement au cœur du sujet, puisqu'on les accompagne au quotidien sur ces sujets-là. Et on va aussi pouvoir accompagner les entreprises. Je vais passer assez vite sur la dimension recrutement, c'est-à-dire que, alors pas le recrutement, on ne fait pas à leur place, mais on va être en capacité à les outiller, ces entreprises qui cherchent des nouvelles compétences, de se dire est-ce que ces compétences existent déjà, elles sont où, elles s'achètent à quel prix, qu'est-ce qui fait que votre entreprise serait attractive pour ces nouvelles compétences, et on va aider à faire de la mise en relation. Donc effectivement, on va travailler l'offre pour qu'elle soit visible par les salariés ou en tout cas par les demandeurs d'emploi ou les actifs qui sont en cours de reconversion. Et on va faire en sorte de présélectionner les candidatures reçues pour les mettre en lien et vraiment créer de l'entrée en contact, de la mise en relation et de la rencontre. Donc on va être de ce fait, par rapport à notre place de marché justement de l'emploi, on va être en capacité aussi d'orienter les salariés vers des vrais besoins qui seraient en local aujourd'hui sur des entreprises. Donc soit des offres déjà déclarées, soit des pistes d'entreprises qui pourraient être amenées à recruter ces compétences. Monsieur Lacombe, on mesure que le dispositif est récent, qu'il est complètement lié à un facteur d'accélération que le Covid a mis en valeur, qui était déjà palpable à travers d'autres ratios qu'on percevait dans notre société professionnelle. Est-ce que ce dispositif transition collective monte en charge, ou est-ce que nous sommes encore dans la partie sacerdoce et à le vendre? Est-ce que vous pouvez nous apporter alors un élément de ressenti et d'actualité? Le ressenti, c'est qu'on est vraiment là dans la présentation de ce nouveau dispositif. Tous les acteurs qui sont présents aujourd'hui, on se l'approprie, mais on fait aussi en sorte que les choses avancent et qu'on puisse dès à présent répondre aux possibles sollicitations, soit des salariés, soit des entreprises qui auraient identifié justement ces métiers fragilisés dont je parlais tout à l'heure. D'ailleurs, j'en profite juste pour dire aussi on parle de métiers fragilisés dans le cadre de Transco, mais il faut mettre aussi en parallèle avec ça métiers porteurs. C'est-à-dire que l'objectif des salariés en reconversion, c'est de les amener vers ces métiers porteurs. Métiers porteurs d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur le site de Transition Pro, puisque la liste qui est mise à jour régulièrement est à la disposition de tout le monde pour justement aller voir un petit peu quels sont ces métiers porteurs. D'accord. Madame Lam, je me demande si votre ordinateur, le micro, n'est pas branché. On a un écho technique. Il était coupé tout à l'heure. Ah, parfaitement. Donc, on comprend bien que nous sommes sur un dispositif nouveau, lié à la compréhension de notre univers et de notre société et de l'évolution de notre société, qu'il y a une vraie volonté de l'État d'accompagner les entreprises et les salariés pour continuer pour préserver l'emploi et pour réorienter des collaborateurs. Je pense que cette question est trop en amont de ce que nous vivons, mais si nous, Chambre de commerce, nous voulons être efficaces sur ce sujet, au regard de l'expérience que vous allez avoir, de l'expérimentation, vous allez détecter, au-delà de l'exemple que vous m'avez évoqué, qui est déjà clair, mais vous allez détecter différents secteurs qui, en gros, sont des grosses masses sur lesquelles on est en capacité, nous, Chambre de commerce, de dire à travers nos fichiers, à travers notre data, on peut écrire à des secteurs d'entreprise en leur disant, voilà, nous avons détecté sur
sur vos métiers des possibilités de transition collective. Et il y a un dispositif qui existe. Donc, votre retour en la matière sera intéressant parce que nous pourrons appuyer et informer, dire vous devrez regarder quelles sont les transitions collectives, ce processus, parce que votre métier, s'il intègre bien ces métiers-là, est touché par et peut être intéressé par la transition collective. Voilà, donc si je rebondis sur Madame Dalle, sur les propos de Madame Dalle, en disant que nous pouvons continuer à être un partenaire efficace sur ce nouveau dispositif. Alors, on a bien compris qu'il y a eu l'explication de M. Lacombe sur le dispositif. Il y a eu ensuite avec M. Eberlé l'accompagnement de l'entreprise, avec Mme Dalle l'accompagnement du salarié et à la fois dans sa modification de métier et à la fois aussi dans l'offre qu'elle peut proposer aux entreprises. Et nous avons Natacha Salmon, directrice de CCI Formation. Alors CCI Formation, je vous le donne en écho, CCI Formation est le deuxième formateur après l'éducation nationale sur le plan français. Donc ça situe le niveau de dynamique de ces organismes. Alors quand je dis ça, c'est pas pour dire que CCI Formation puis DOM est le deuxième formateur national. Chaque chambre de commerce, nous sommes gradons, hein, chaque chambre de commerce ou les grandes chambres de commerce comme la vôtre hein, a un organisme qui s'appelle CCI Formation et est un organisme qui est en capacité à se mettre à la disposition des entreprises et des salariés pour mettre en place différentes formations. On a 180 formateurs qui sont en capacité de répondre aux besoins diagnostiqués par les professionnels qui sont à ma droite. Voilà. Donc, on a peut-être une question. Oui, alors, pouvez-vous redonner le site sur lequel il est possible de trouver des métiers porteurs ce site-là, on s'en occupera. Voilà, donc c'est répondu. C'est répondu, voilà. Merci. Alors, vous ne les voyez pas, mais nous avons une équipe technique avec Julie et Clémentine et avec Yvan qui gère nos webinaires. Après cette belle introduction sur le deuxième formateur après l'éducation nationale, Natacha, la parole est à vous. Merci Président, mais là tout est dit. Non, tout n'est pas dit. Non, effectivement, donc CCI Formation est l'organisme de formation de la Chambre de commerce. Nous proposons donc des formations, alors 3 activités. Une activité sur un centre d'études de langue qui est donc un réseau national, les CEL, où nous formons des salariés, demandeurs d'emploi, chefs d'entreprise, sur des formations en langues étrangères, anglais, espagnol, italien au sens large. Ensuite, une activité de formation continue, donc là où on travaille en partenariat notamment avec les 11 OPCO et en partenariat bien sûr avec les entreprises pour développer les compétences de leurs équipes. Et puis notre activité qui va répondre plus, je dirais de manière plus prégnante à la transition collective, c'est donc les formations en alternance et diplômantes. Donc là, effectivement, on a une activité, on a environ 150 alternants, alors que ce soit du contrat de professionnalisation, du contrat d'apprentissage, sur des formations principalement tertiaires et notamment digitales. Il est vrai que toutes nos formations sont découpées en blocs de compétences, ce qui nous permet pour chaque collaborateur, donc c'est là où on pourra s'inscrire dans le projet de transition collective, quand un collaborateur aura un projet de formation, et c'est ce qui se passe actuellement, c'est là où on travaille en partenariat avec les différents CEP, le salarié a une ambition de reconversion professionnelle, on va travailler son parcours sur mesure. Et c'est là où notre équipe va faire preuve de toute son agilité. On va aller piocher dans notre catalogue de formation sur nos dizaines de formations diplômantes sur des Bac+2 et Bac+3, des blocs de compétences qui vont permettre aux salariés de ne pas faire forcément l'intégralité d'un diplôme, parce qu'il n'a pas forcément envie de s'inscrire dans une formation de 12 mois, ce qui peut être long. C'est les personnes qui, pour la plupart, se reconvertissent, donc ont des familles et n'ont pas forcément envie de passer 12 mois à temps plein dans une formation. Donc le fait de suivre un parcours à la carte et sur mesure avec différents blocs de compétences leur permettent vraiment d'acquérir les compétences dont ils ont besoin.
Voilà. Donc ça, on a différents exemples. On peut avoir par exemple des personnes, dernièrement, on a travaillé avec Luc sur la branche de l'immobilier. On avait des personnes qui se reconvertissent. Donc par exemple, une assistante qui est assistante de direction depuis une dizaine d'années et qui décide de changer de métier, de se reconvertir dans l'immobilier. Et là, elle vient à CCI Formation, là pour le coup, chercher un parcours complet sur une formation diplômante, puisque l'objectif, c'est aussi d'avoir une compétence qui soit certifiante avec un diplôme à la clé, et elle se relance dans une nouvelle activité professionnelle. Après, on va avoir des personnes qui vont vraiment aussi venir chercher l'intégralité d'un diplôme. Par exemple, un commercial qui exerce depuis une vingtaine d'années en tant que prospecteur et qui va décider de changer son activité professionnelle, notamment dans du digital. Donc là, en l'occurrence, on est en train de recruter. On ouvre un nouveau bachelor chef de projet web et stratégie digitale à la rentrée de septembre. Et là, on a un profil, une personne qui recherche une alternance pour changer complètement de voie. Après 20 ans dans le secteur du commercial, décide de changer de métier et d'aller sur un métier porteur qui est le chef de projet web et toute la dimension digitale. Voilà, donc on va avoir différentes clés d'entrée sur des métiers principalement tertiaires. Le digital étant, je dirais, commun à toutes les formations, puisque dans chacun de nos diplômes, il y a une formation en digital, enfin un bloc de compétences digitales. On prend l'exemple, par exemple, du responsable de développement commercial qui a un bac+3. Alors effectivement, c'est une formation où on va apprendre les techniques de prospection, le management de projet, mais également, il y a tout un parcours sur la digitalisation des pratiques commerciales. Puisqu'aujourd'hui, on vend sur LinkedIn, on a besoin d'avoir un site internet qui est le mieux référencé possible, on a besoin de faire des campagnes Google AdWords, on a besoin d'aller prospecter via des newsletters. Et le métier de commercial d'il y a 20 ans n'est plus forcément le métier d'aujourd'hui. Donc, on a besoin d'avoir ce bloc de digitalisation des pratiques, alors que ce soit dans le commercial ou également sur le métier d'assistant manager, sur cette formation-là, Bac+2, qui se fait également en un an. Pareil, on a rajouté un bloc de compétences sur les techniques de digitalisation, puisqu'une assistante manager, anciennement assistante de direction, le métier a évolué, pas que ce soit péjoratif, mais c'est le terme qui a évolué. L'assistant manager est souvent amené à, par exemple, gérer le site internet, donc il faut qu'elle puisse écrire sur le site ou pouvoir envoyer une newsletter. Donc, dans chaque métier, le parcours digital, on l'a rajouté, en tout cas au sein de CCI Formation. Donc, par rapport à transition collective, soit on peut travailler également avec des entreprises, et c'est là où je pense qu'on sera amené à prendre contact avec chacun d'entre vous selon nos clés d'entrée également, parce que c'est vrai que les entreprises, avoir une entreprise qui est en difficulté, c'est aussi rentrer dans l'intimité de l'entreprise, c'est que ça veut dire que derrière, il y a aussi une situation financière qui peut être aussi délicate, et il faut oser le dire. Et c'est vrai que des fois, les entreprises, c'est pas évident de tirer une sonnette d'alarme et de dire, bon, là, on va entamer un plan de licenciement. Souvent, le plan de licenciement sort et quelque part, l'anticipation de la transition collective peut être aussi difficile à aborder. Donc, c'est vrai que nous, en tant qu'organisme de formation, peut-être qu'on peut aussi arriver à... Voilà, lorsqu'on va voir une entreprise, on parle forcément de la stratégie de développement, de la situation de l'entreprise pour pouvoir proposer les formations, que ce soit sur du recrutement en alternance, une entreprise qui souhaite se développer. En ce moment, il y a les aides de l'État. Vous avez peut-être besoin d'avoir un apprenti. On les accompagne dans le recrutement. Ou au contraire, il y a une personne qui a besoin d'évoluer parce que son poste, il est en danger. On peut accompagner cette personne sur une évolution de poste. Quand on va arriver sur des projets de transition collective, ça veut dire qu'il y a une situation plus globale de l'entreprise, où là, ce sera important qu'on puisse vous passer le relais de ce projet-là. Natacha, oui. Sur la partie financière, oui. J'ai plusieurs questions. Oui. Les formations proposées pourront-elles être financées pour toute modalité en présentiel et ou à distance? Donc, en gros, est-ce qu'elles sont financées et est-ce qu'on a les deux éléments? Et puis, une autre question d'un participant, peut-on cumuler le dispositif transition collective avec l'APLD? Alors, je ne sais pas qui peut prendre cette dernière question, mais sur la première, Natacha, financement des formations dans le cadre de ce dispositif
et puis présentiel, visio. Je sais qu'on a fait on s'est parfaitement adapté au sein de ces formations. Allez-y. Alors, au niveau des formations, effectivement, présentielles, et toutes nos formations peuvent être réalisées en distanciel, que ce soit les formations en alternance, malheureusement, là, tous nos étudiants sont bien en visio, et les formations continues pour les salariés, toutes les formations se font à distance. On a d'ailleurs un catalogue de formations CCI Auvergne, et pas ex-Auvergne, mais bien Auvergne, où toutes nos formations sont en distance et sont communes aux 4 départements pour mutualiser les formations. Donc oui, elles peuvent être présentielles ou distancielles. Et pour la dernière question sur la PLD, je vais laisser mes collègues répondre. Alors, je vous mets à l'aise. Hein, si nous n'avons pas la réponse aujourd'hui, Oui. nous pouvons remettre une réponse plus tard. Non, je vais vous donner une réponse. Pour moi, les entreprises qui sont en activité partielle à longue durée, PLD, c'est ça. Pour moi, ces entreprises peuvent rentrer dans ce dispositif Transco. L'emploi est fragilisé et qu'à un moment donné, s'il est fragilisé, d'accord, s'il y a l'accord GEPP, si la personne va vers un emploi porteur, oui, ça rentre complètement dedans. Sachant que si c'est une entreprise qui est en APLD, elle peut bénéficier aussi du FNE formation. En ce moment, chaque OPCO a ce dispositif de formation qui s'adresse aux entreprises qui sont vraiment dans cette situation sur l'augmentation des salariés, mais dans une logique, je reste dans mon entreprise. D'accord. Mais si je veux changer d'entreprise et que je suis dans cette période-là, c'est possible aussi. L'emploi est fragilisé, ça correspond bien. Donc pour moi, ça rentre dedans. Parfait. Merci de cette réponse. Natacha, la partie financière? Alors, les formations sont prises en charge, soit l'OPCO de l'entreprise, soit dans le cadre de Transition Pro pour des reconversions professionnelles, soit par Pôle emploi selon le public. Là, c'est mon équipe de conseillers en formation qui trouve une solution de financement aux stagiaires. D'accord. Donc, en ce qui concerne la transition collective, c'est piloté par ces intervenants. Oui. Hein, et puis sinon, d'autres formations, mais là, on rentre dans le catalogue de ces 6 formations. Tout à fait. Voilà. Donc, à prendre en compte qu'il y a un pilotage qui est fait, et au-delà de cela, les conseillers de CCI Formation sont en capacité à vous accompagner sur les dispositifs financiers qui permettent de bénéficier de ces formations. Est-ce que, Natacha, est-ce que vous avez fait le tour de... Parfait. Je vais vous proposer, nous sommes parfaitement alignés, j'ai presque l'impression que je pourrais travailler à Cap Canaveral parce que ici, le go et le timing est largement respecté. Je vais vous demander à chacun sur les 6 minutes qui nous restent, de faire un petit point de conclusion et peut-être aussi d'incitation pour ce dispositif transition collective. Monsieur Lacombe, vous fûtes le premier à commencer. Vous continuez sur la partie conclusion. Pour conclure, Président, simplement dire qu'on est effectivement au lancement de ce dispositif, mais qu'en tout cas, ce que je disais tout à l'heure, on est vraiment sur un dispositif gagnant-gagnant concernant à la fois les entreprises et les salariés, et qu'on est sur une démarche commune. Je crois qu'il faut que chacun intègre bien ça, que ce dispositif ne fonctionnera que si on est sur une démarche commune à la fois et de l'entreprise et du salarié. L'objectif étant, dans tous les cas, d'éviter aux salariés sur des emplois défragilisés de se trouver en période d'inactivité et de passer par la case Pôle emploi et de garder quand même nos compétences dans nos territoires. C'est aussi important. Voilà. De ne pas perdre nos compétences, en tout cas sur nos territoires, on y est attaché. Et qu'on parle beaucoup de métiers fragilisés, mais transition collective, ça passe aussi par des entreprises qui ont des besoins. Voilà. Donc, pour conclure, juste, surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous, Transition Pro, pour avoir encore un peu plus d'informations concernant le dispositif, mais pour nous faire part aussi à la fois soit de vos difficultés en termes d'activité et donc du coup de risque de licenciement, mais aussi de nous faire part de vos besoins et de vos difficultés à recruter pour qu'on puisse peut-être faire cette mise en relation, puisqu'on sera parmi les interlocuteurs, l'un des interlocuteurs qui est censé centraliser un petit peu tout ça.
Voilà. Merci, Monsieur Lacombe. Merci à vous. Monsieur Eberlé. Alors, Monsieur le Président, oui, juste pour dire aux personnes qui nous écoutent de ne pas hésiter de se rapprocher de leur opérateur de compétences, hein, de leur OPCO. On est là pour ça. On est là pour donner la première information, pour les accompagner dans la démarche. Je le redis, à chaque étape de ce dispositif, l'entreprise ou le salarié sont accompagnés. Donc, vous n'êtes pas livré à vous-même. Hein. Donc, voilà, c'est un cheminement. C'est un parcours qui peut paraître un peu compliqué, un peu administratif, mais on voit que là, sur le terrain, les opérateurs travaillent ensemble. Donc, ça va être assez fluide. Il y a des financements, on l'a évoqué, donc il faut en profiter. Et donc voilà, dans quelques mois, on va voir un peu comment les choses évoluent, mais c'est un dispositif pour les RH, c'est quelque chose en plus, encore une fois. Très bien. Vous nous remettez, et l'un et l'autre déjà, la notion de territoire auquel nous sommes sensibles. Et la deuxième, c'est aussi une population que nous devons sensibiliser, c'est la partie RH. Merci aussi de nous donner une cible. Voilà, parce que parfois aussi le chef d'entreprise peut être éloigné de ça. Par contre, le RH doit être complètement impliqué dans cette logique. Madame Dalle, je vous en prie. Oui, je vais rebondir sur le propos de mes homologues. C'est une belle opportunité. Une belle opportunité à la fois pour l'entreprise, hein, voilà, de prolonger l'évolution pro de ses salariés, même si c'est en dehors de son périmètre pendant un temps, parce que rien n'empêche aussi que la personne revienne à un moment donné. Hein, les activités vont et viennent, l'économie va et vient, et peut-être qu'un métier porteur aujourd'hui sera présent dans l'entreprise qui à un moment donné va se délester d'un salarié hein, pendant quelques temps. Voilà, on sait que la vie est faite de multiples rebonds, donc c'est une belle opportunité pour l'entreprise, mais aussi pour les salariés, hein, bien sûr, de pouvoir agir et ne pas subir. Que ce soit l'évolution de leur métier ou que ce soit l'évolution tout simplement économique et la crise qu'on vit aussi, hein, faut pas se cacher, ça fait partie des sujets qui peuvent amener à aller sur de la transition collective. Donc une belle opportunité pour chacun, donc voilà, de ne pas hésiter à venir chercher de l'information. On est sur un petit territoire puisqu'on est sur l'Auvergne, qu'on connaît bien, enfin voilà, et on travaille en maillage, donc voilà, on peut être porte d'entrée, on peut être guichet unique et après on redirige vers les bons acteurs. Et plus on partage la connaissance de ce qui se passe sur les territoires, plus c'est facile d'aider l'entreprise et ses salariés. Et puis je rebondis sur la compétence. La compétence, c'est une vraie richesse pour l'attractivité de notre territoire. Alors on dit que le territoire n'est pas toujours attractif, que c'est difficile de recruter. Mais justement, si on veut continuer à être attractif, il faut être encore plus attractif, il faut garder nos compétences en local. Très bien. Je me permettrai de mettre en valeur un propos que vous avez tenu. Peut-être sans le souvenir de ce mot historique, vous avez parlé de ne pas subir, qui était la devise du maréchal de Latte de Tassigny, et qui fait qu'en gros, il incite à anticiper le mouvement. Et puis en plus, vous avez évoqué les uns et les autres, peut-être une complexité administrative, mais comme c'est vous qui la gérez, elle est fluide pour ceux qui en bénéficient. Voilà, donc j'ai envie de dire que la fluidité pour l'employeur et pour les salariés, elle existe. Vous chargez, parce que vous en avez la maîtrise, parce que vous en avez la compétence, parce que vous connaissez le dispositif, de faire en sorte que ça se passe de façon transparente pour ceux qui en sont les bénéficiaires. Et d'ailleurs, la synergie avec laquelle on a pu monter ce webinaire en est la preuve. Nous n'avons pas eu de mal à vous mettre en triptyque et en vous encadrant, Natacha et moi, pour vous faire donner le meilleur de ce que vous êtes. Natacha, la parole est à vous sur ce mot de conclusion. Un mot, oser passer la porte de votre chambre de commerce, oser solliciter. On a la chance, comme mes homologues l'ont dit, d'être sur un petit territoire et où on se rend compte que tout le monde travaille en toute bienveillance et main dans la main et avec des professionnels qui maîtrisent leur sujet et qui pourront à la fois accompagner les entreprises et les salariés, donc que ce soit sur des projets de recrutement, de licenciement malheureusement ou de développement des compétences, il faut oser. Natacha, combien de salariés formons-nous sur une année classique ? 4000.
4000, voilà, c'est juste pour donner cette référence qui est une marque de fabrique. Alors, on parle de territoire, vous avez tous parlé des territoires. On a une question qui me semble tout à fait cohérente, hein, puisque l'Auvergne, et c'est une vraie culture, hein, nos amis de Vichy ont également la Chambre de commerce de Vichy, qui est, enfin de l'Allier, hein, qui est piloté par Gilles Duboissé. On nous demande, alors ils ont un organisme CCI Formation avec lequel nous sommes particulièrement en synergie, comme nous le sommes avec la Haute-Loire, comme nous le sommes avec le Cantal, et j'ai presque envie de dire que entre nous, à Posabeu, la Bouteille d'Atsic et la Berre et Toussou, et me tombe que Moursi, c'est-à-dire que en patois auvergnat tout va bien. Est-ce que nous sommes en capacité de donner un lien sur Vichy? Oui, pardon, président. Au niveau de l'OPCOEP, c'est monsieur David Perret, donc david.perret@opcoep.fr. Donc n'hésitez pas. Et j'en profite pour dire que sur Vichy, on essaye de monter une plateforme territoriale Transco pour faciliter encore plus les liens entre les entreprises. Voilà, c'est ça notre objectif sur Vichy, la construction d'une plateforme, la mise en place d'une plateforme. Bon, vous avez vu que même en direct, nous avons cette capacité à donner des adresses sur tout le territoire auvergnat. Vous assisteriez, on pourrait presque vous donner les 06. Il me reste donc, écoutez, il me reste une vingtaine de secondes pour conclure en vous disant que notre prochain webinaire aura lieu le 4 mai. En mai, fais ce qu'il te plaît. Et de vous dire que, et c'est bien sûr à l'ordre du jour, et c'est le fil conducteur qui a été rappelé par tous ceux qui sont présents, le digital, le numérique, au cœur de ce webinaire, pour rebalayer tous ces éléments-là. Ce webinaire sera structuré autour de Marc Thor, qui est notre responsable commerce et tourisme au sein de notre chambre de commerce du Puy-de-Dôme Clermont-Ferrand Métropole, et nous accueillerons certainement d'autres intervenants qui maîtrisent leur technique comme nous avons pu l'avoir ce soir. Donc je remercie une nouvelle fois Christophe Lacombe, Luc Eberlé, Stéphanie Dahl, Natacha Salmon et derrière la caméra, Clémentine Julie et également Yvan. Merci à tous, en oubliant de dire que Lionel Cabot, qui est notre responsable commercial et en charge de la dynamique communication, est également à la manœuvre. Au plaisir de se retrouver le 4 mai.